Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue. C'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous. Alors, bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Plus que la télévision, c'est les contenus. Nous cherchons du bon contenu pour vous, de la matière qui va essayer de vous mettre au parfum de ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passera demain, pourquoi pas, mais aussi ce qui se passe à l'international. Et j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qui parle bien. Il est très suivi aussi sur des réseaux sociaux, mais on lui demandera des questions s'il est devenu coach, mais il est aussi à la tête d'une structure du pays d'appui à la démocratie. Il s'appelle bien Christian Bossembe, que nous disons bonsoir. Salut cher Didier, merci. Alors, c'est pour la première fois depuis que vous êtes président du CESAC, ici à PSTV qui est votre maison. Mais moi, j'aimerais vous poser une question d'entrée comme ça. Autrefois, c'était Christian Bossembe qui est très suivi, qui posait des questions. Mais aujourd'hui, vous avez plusieurs invitations où on veut vous poser des questions. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, c'est vrai que lorsque vous êtes analyste, vous avez la possibilité de penser, de dire ce que vous pouvez. Mais lorsque vous devenez décideur, ça devient une autre histoire. Alors en ce moment, vous n'avez plus de critiques à faire, vous avez des résultats à donner. Et donc là, je peux vous rassurer que c'est une tâche extrêmement difficile. Très lourde. Extrêmement difficile parce qu'après, vous ne faites pas l'unanimité. Ouais. On vous attaque le matin, à midi, le soir. Donc vous êtes finalement le responsable de tout ce qui ne marche pas. Et vous n'êtes pas non plus responsable de ce qui marche. Donc quand ça marche, on attribue ça aux autres. Justement. Et quand ça échoue, c'est vous qui portez les chapeaux. Mais dans l'ensemble, il faut le dire, hein, ça reste le même jeu, mais dans deux espaces totalement différents. Tout de suite, on peut dire que la critique est aisée, ou soit l'analyse est beaucoup plus aisée que travailler. Oui, parce qu'il y a des gens qui feront toute leur vie à ne parler que des autres. Et puis, eux, ils ne commettront pas d'erreur. Certainement, parce que tant que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'erreur à commettre. Mais une fois que vous décidez de travailler, eh bien vous commettrez des erreurs. Il y a des erreurs que vous commettez maintenant que vous ne vous voyez pas en train de la commettre, mais après 5 ans, 6 ans, avec un peu de recul, vous dites j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Et tout ça fait partie de la vie. Donc oui, je crois que ça fait partie de la vie. Étant journaliste, aujourd'hui, quand je suis mes émissions, certaines de mes vidéos du passé, je me dis j'aurais pu bien dire ici, j'aurais pu ajouter ceci, cela. Mais pendant l'action, je voyais ça bien. Et donc la même chose aujourd'hui dans la régulation, il y a certainement des erreurs d'appréciation qui peuvent arriver, mais qu'on ne saura peut-être pas. Qu'on ne saura peut-être pas apprécier ça aujourd'hui, ça demandera peut-être beaucoup de temps pour le faire, mais le plus important c'est rester plus ou moins dans la marge, plus ou moins dans ce qui convient, dans l'essentiel. Ça fait du bien de connaître cela. On ne risquera pas de vous poser aujourd'hui quelles sont les erreurs que vous commettez. Non, aujourd'hui non. On attendra peut-être plus tard, 5 ans. Mais l'avantage c'est que je prends mon temps, je prends suffisamment le temps avant de poser un acte. Oui, c'est la différence avec beaucoup de personnes. C'est que naturellement, je ne tire pas avant de cibler. Je cible toujours et puis je tire ensuite. Donc, ce qui fait que ça me met un peu à l'abri de certaines erreurs que l'on peut commettre. Donc, mais est-ce qu'après avoir commis l'acte en question, après avoir réfléchi, vous avez aussi le temps de cogiter sur l'acte, les conséquences? Bien sûr. On regarde toujours. Et puis, l'avantage avec un organe délibérant, c'est que vous ne prenez pas la décision seule. Moi, c'est ça qu'il n'y a aucune décision que je prends seul. Aucune. Toutes les décisions que je prends sont des décisions collégiales. C'est-à-dire des décisions discutées avant avec soit le bureau, soit l'assemblée plénière, et puis vous rendez, puis vous prenez ça bien. Mais ce qui fait rire un peu, c'est que lorsque le commun des mortels voit une décision avec mon nom, il pense directement que c'est Bossembe seul qui a pris la décision. Et ce qui est bizarre, même lorsque quelqu'un d'autre prend la décision, du moment où ça vient du CESAC, c'est Bossembe. Et là, ça te fait comprendre le sens du leadership. Justement. Parce qu'on parlera de Bossembe, on ne parlera pas des autres. Bien qu'il y a toutes les lois qui disent que c'est collégial, c'est le bureau et autres. C'est comme ça. C'est ce qui fait que vous puissiez réfléchir à 2 fois
lorsque vous voulez commettre un acte, lorsque vous voulez prendre un acte, pardon, lorsque vous voulez décider, vous vous rendez compte directement des répercussions que cela peut avoir. Et si nous estimons que les conséquences sont beaucoup plus fâcheuses, on ne prend pas cet acte. Quel que soit le cas, on ne le prend pas. Il arrive aussi que des décisions soient prises au bureau et arrivées chez vous, vous dites que non, atténuez un peu parce que après ça tombera sur vous. Bon, je ne le dis toujours pas dans le sens que ça va tomber sur moi. Non, quand on est chef d'un corps comme ça, il faut s'attendre à tout. On assume et le passif et l'actif. Mais il arrive de fois dans la dynamique de la discussion, certaines décisions sont impératives. Mais vous vous dites, bon, pour le besoin de la cause, on ne fait pas ça. Il y en a des moments où moi aussi j'ai envie de prendre des grandes décisions, des grandes mesures, mais le bureau vous dit non, président, ce n'est pas le moment, il faut attendre. Et puis on attend. Mais il y a des moments aussi où le bureau prend une décision et la plénière estime que ce n'est pas la bonne décision, on laisse tomber. Donc c'est comme ça en fait. C'est dans la dynamique de la démocratie, c'est comme ça. On prendra le temps de parler de ces corps, vous le portez vraiment bien, on est déjà à l'intérieur de la matière. Mais tout à l'heure, je vous ai présenté comme un coach sur les réseaux sociaux. Une fois, je vous ai même posé la question, est-ce que vous pensez devenir pasteur? Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça date de plusieurs années. Alors, les gens qui nous suivent aujourd'hui aimeraient savoir qui est Christian Bossembe. Est-ce que succinctement, vous pouvez nous parler vraiment de votre parcours, parce que ces plateaux, c'est vraie version. Nous aimerions aussi connaître Christian Bossembe, d'où il est venu, d'où aujourd'hui, ce qu'il est. Est-ce que vous dites que c'est des efforts personnels? Parlez-nous de vous, succinctement. Alors, à chaque fois qu'on me pose la question de parler de moi, j'ai l'impression de voir... Après à peu près 16 ans de carrière de journaliste, passé défilé devant mes yeux, mais je fais la synthèse. Je suis né à Goma. Et puis je pense un peu plus loin, il y aura la guerre de 96, 97, on va décider de fuir, mon père et moi, et ma famille bien évidemment. Nous allons parcourir tous ces côtés-là, donc sombres de la République, Sak, Minova, Bunga, et tous ces villages-là. Moi, je les ai vus quand j'étais jeune. J'ai parcouru ce village à pied, en fouillant l'entrée de l'AFDEL. Et mon père s'est sentant menacé, comme il était un AFDEL, un ancien militaire. Il va donc revenir chez lui à l'Équateur. Alors, donc, du coup, on va venir à l'Équateur, et c'est là où j'ai passé toute ma vie, pratiquement. À l'Équateur. À l'Équateur, donc en Bandaka précisément. Et là, j'ai passé tout mon temps. Le métier, je l'ai appris là-bas. Mes études... les métiers de journaliste, bien sûr. L'ensemble de mes études de droit. J'ai fait mes études là-bas, à l'Équateur. J'ai fait quoi encore? La radio là-bas. Je commençais d'abord à la radio Liberté. Donc vous étiez aussi à la radio. Donc toutes ces personnes qui disent que non, c'est un juriste qui est tombé comme ça, c'est pas vrai. Non, j'ai appris la profession. Je veux dire, j'ai commencé à exercer la presse avant même que je fasse le droit. Parce que d'abord, je commence à faire la presse. Mon père ne veut pas que je fasse le journalisme parce que mon père est avocat, donc il est bâtonnier aujourd'hui. Il ne veut pas que je fasse la radio. Et donc, je suis obligé de changer de nom à la radio pour qu'il ne sache pas que son fils fait la radio. Et donc, je fais la radio et je crois que ça m'a quand même un peu emporté. J'ai raté mon diplôme. Oui, alors ça allait énerver mon père davantage. Si vous avez raté vos diplômes à cause des reportages? Comment c'était? Oui, j'étais à fond. Comme dans chaque chose que je fais, j'étais véritablement à fond. La radio, c'était du matin au soir. C'était vraiment un moment important pour moi parce qu'il faut le dire aussi, ça m'a sauvé de la dépression. La radio, c'était une bonne chose pour moi. Et donc, je vais faire radio Ekanga, je vais faire Radio Liberté, je vais faire Radio Sarah et je ferai ma première télévision là-bas. Et dans une émission de sport alors que je n'y connais rien, pas grand-chose dans le sport. Et je vais faire ça là-bas. Et donc, mon père, pour m'éloigner un peu de ce monde, il dit, bon, écoute, tu vas aller à Kin, on va faire le droit là-bas. Là, je vais venir à l'Unikin faire le deuxième cycle. Et je vais finir mon deuxième cycle à l'Unikin en droit. Et vous vous rendez compte, déjà à Kin, j'étais à Africa Télévision. J'ai fini, je crois avoir obtenu ma licence pendant que j'étais à Africa Télévision. Donc, je n'ai même pas eu le temps de faire les faciles ou la communication parce que c'était le droit et les droits. Et donc, quand je termine en droit, visiblement, je suis à Africa Télévision. On me fait partir d'Africa Télévision. Je vais intégrer la RTGA. En 2018, mes positions sont beaucoup plus compliquées.
je soutiens l'opposition à ce moment-là, je ne suis pas d'accord avec le régime de M. Kabila à l'époque. Et voilà, le patron de la chaîne va se dire, ben, écoute, tu ne partages pas mes opinions. Mais président, sans vous interrompre, lorsqu'on vous fait partir par exemple d'Africa Télévision, c'était pourquoi? Parce que Christian Bossembe était ingérable. Oui, un peu. Christian Bossembe était quand même ingérable dans la mesure où j'avais mes positions que je ne voulais pas partager. Je me rappelle encore qu'on me demandait... Voilà, extrémiste? Bon, je ne sais pas si ça va être extrémiste, mais un peu comme j'ai toujours été. Moi, si je crois en quelque chose, j'y crois vraiment. Donc, il n'y a personne qui va me changer mes idées. Je crois. Et je pensais à l'époque, comme je le dis, je pensais à l'époque que le régime, en fait, l'administration de M. Kabila ne gérait pas bien les choses. À mon avis, dans mon entendement du passé. Ça ne gérait pas bien les choses. Et je pensais qu'on pouvait bien faire les choses. Et mon argumentation, ma manière de faire les choses n'arrangeait pas le propriétaire de la télé qui était ministre à l'époque. Il se disait, oui, c'était quand même compliqué. Hein, c'était très compliqué. Et je suis parti de là. Et je vais intégrer malheureusement la RTG encore une fois, où le propriétaire était un cacique. Mais après, aujourd'hui, quand j'ai fait mon propre média, je comprends maintenant, dans la peau d'un patron de médias, je comprends ce que c'est d'avoir des journalistes qui ne partagent pas vos opinions. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Hein. Ah, vous en avez aussi des journalistes qui ne partagent pas du tout. Qui ne partagent pas mes opinions. Vous ne les suspendez pas, vous n'allez pas faire comme les autres, je pense. Ils savent, pas du tout. Et je prends des balles pour eux parfois. Je gère, donc je me dis, voilà. Donc c'était un peu ça. Donc, mais en 2018, je pense, quand on me vire pour la dernière fois, parce que j'en ai eu beaucoup, on m'a viré plusieurs fois. Et puis je prends la décision de faire ma propre chaîne de YouTube. Mais c'était quand même bizarre à ce moment-là. Vous allez faire une chaîne de YouTube pour quel contenu? Les gens aiment beaucoup la bêtise, mais est-ce que vous allez leur apporter? Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Alors on était obligé de le faire. Et quand j'ai commencé, je me suis dit qu'il fallait démissionner. Donc voilà qu'on a essayé de faire ça. Et j'ai commencé Congo Buzz, l'aventure de Congo Buzz. Et c'est là que je vais finalement travailler, donner tout ce que je sais, tout ce que je peux. Et je pense que... voilà, et puis un jour, mon nom est cité à la RTC. Je crois que vous diriez que Congo Buzz était les bons choix parce que, en tout cas, ça vous a démarqué, mais beaucoup plus avec un programme Critique Info. Plusieurs fois, on suivait ces programmes. Parfois, on faisait des débats politiques sur ces programmes Critique Info. C'était quoi l'idée de créer Critique Info? Et aujourd'hui, est-ce que Critique Info vous manque un peu dans la peau du président du CESAC? Est-ce que vous dites que je pouvais les faire encore pour essayer vraiment d'agir ou de réagir sur plusieurs sujets politiques? C'est vrai que Critique Info, comme le terme le dit, vraiment il fallait critiquer l'information. Donc je prenais au départ la presse écrite et je commentais les infos de la presse écrite. Et j'étais, je crois, être le premier à faire ça. Je crois à un moment donné être le premier à le faire. Parce qu'après, il n'y avait pas les informations commentées comme je les faisais. Et c'est vrai que parfois j'étais dur avec certaines personnes, parfois j'étais dur avec certaines considérations, et ainsi de suite. Mais après, il faut dire que c'était ma marque de poser aussi. En ce moment-là, la diaspora n'a pas un autre son de cloche. Il y avait quelqu'un qui faisait ce qu'il faisait. Mais quand je suis arrivé, je crois qu'on a quand même changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, est-ce que ça me manque? Oui, beaucoup d'ailleurs. Quand je vois certaines personnes faire faire des émissions, j'aurais bien voulu dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Oui, mais non, avec là où on est, tu peux pas. Donc, voilà. Impossible de les faire. Alors, tu regardes, tu es comme un arbitre. Parlons de tu sais voir qu'il a marqué un but, il aurait pu marquer, mais tu peux pas jouer. Justement, parlons des Critiques Info. Alors, on vous juge. Moi, je n'ai pas suivi personnellement, mais les gens vous jugent qu'en faisant votre analyse sur la Critique Info, vous avez un jour traité d'un ancien président Ndeye. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, ici, c'est vraie version. Oui, vous savez, cette histoire m'a toujours fait rire à mort. J'ai toujours demandé aux gens d'apporter ne serait-ce que la petite preuve. J'ai toujours demandé d'apporter la petite vidéo où de ma bouche sort quelque chose de ce genre. Et si on me l'amène, je démissionnerai. Une seule vidéo. Pas une longue vidéo. Une seule. Vous voulez dire qu'on vous a collé comme ça, des traités Joseph Kabila? Je dis la toute petite vidéo. Si on l'a, où de ma bouche sort ce mot-là, je démissionnerai. En fait, ça ne va pas exister. Parce que d'abord, il faut dire une chose. Moi, j'ai un nom qui ne m'appartient pas. C'est le nom de mon père. Je ne peux pas salir ce nom-là comme ça. Et puis, j'ai donné ce nom-là à des êtres merveilleux, qui sont mes deux enfants. Je leur ai donné ce nom. Et au-dessus de cela, il y a une personne qui porte encore mon nom au-dessus du sien. C'est ma femme. Alors, voyez-vous vraiment toutes ces personnes, je vais les embarquer dans une histoire en train de dire des histoires comme ça? Non, ça ne me ressemble ni moi, ni mon père, ni la mémoire de ma mère. Ça ne me ressemble en rien.
Mais comme vous le savez, celui qui se justifie d'une rumeur concourt à la propagation de la rumeur. Donc ce qui fait que moi, je laisse les gens parler. Quoi. Voilà. Mais je sais qu'à la lumière de la justice, il n'y aura jamais une vidéo de ce genre-là. On peut vouloir me faire dire des choses, mais cette vidéo-là n'aura jamais lieu. N'existera et surtout jamais dans Critique Info. Et maintenant, ce qui a été... Moi, j'ai rencontré un monsieur d'un parti politique il se reconnaît. Alors je le rencontre, c'est vrai au début ça me gênait un peu. Je le rencontre, je lui dis mais comment vous pouvez des personnes aussi intelligentes, comment vous pouvez vous laisser embarquer dans des histoires inutiles comme ça? Est-ce que vous m'avez entendu moi parler de cela? Est-ce que vous avez entendu ce nom sortir de ma bouche? Et ce qu'il m'a dit, c'est ce qui m'a apaisé et je ne me suis jamais fait mal. Qu'est-ce qu'il vous a dit, si on peut le savoir? Alors il dit ceci, il faut que je vous le dise, il dit ceci. En lingala, il dit yo quand c'est qui tomato pas colonini parce que tout à l'heure penza du début jusqu'à la fin le refing des années. Ce qui te longoli ka que le ko na ba film le sonne le loni. Donc il ko ça le modèle qui toi qui na mutu so pas coller le ko na ta par yo. Donc on a pris les propos de quelqu'un d'autre et on met la coller comme ça. Donc vous êtes conscient qu'on vous cherche et on a cherché. Alors on a cherché, on n'a rien trouvé. On dit on va l'attaquer où? Ce gars n'est pas impoli. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas prétentieux, il n'est pas conflictuel, il ne se bat pas avec les gens. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Alors mais finalement on trouve voilà une bête, on dit bon voilà c'est la bête qu'il faut finalement le coller. Et on a réussi à le coller. Ce qui est vrai, c'est que certaines personnes qui ont le temps de réfléchir et le temps d'analyser, qui me connaissent, savent que ça ne peut pas venir de moi. Mais vous savez, si les gens ont accepté de condamner Christ et libérer Barabbas, qui suis-je moi pour trouver grâce à leurs yeux? Il y en a qui m'ont jugé comme ils peuvent, mais comme je vous ai dit, il n'y aura jamais une vidéo où moi, je dis de ma bouche ces mots-là. Mais puisqu'on parle de Christian Bossembe, vous décrivez bien que vous n'êtes pas conflictuel, ni avec les gens et autres. Comment vous faites pour ne pas l'être? Un journaliste, c'est lui qui est conflictuel, vous toucherez tel dossier, ça va vous créer des problèmes, vous allez faire telle analyse, ça va vraiment vous créer des problèmes. Et comment vous faites pour ne pas avoir des conflits avec des gens? Je dis toujours aux journalistes qui veulent émerger dans cette profession avec beaucoup d'humilité pour n'avoir pas fait l'IFASIC. Je reste beaucoup plus simple et je dis aux gens, il y a deux voies dans le journalisme. Il y a la voie du buzz et la voie de la raison. La voie du buzz, vous serez connu rapidement, très rapidement, mais aussi vite que vous serez connu, aussi vite que vous serez oublié. Parce que le buzz ne dure pas. Maximum 2 heures, 3 heures, 2 jours. À la limite, c'est fini. Donc, ça ne peut pas aller au-delà de cela. Donc, vous serez obligé, pour maintenir votre notoriété, vous serez obligé de rebondir sur tout le buzz qui sortiront ou d'en créer. Et il n'y a pas plus difficile et ridicule que de chercher à créer de buzz. Parce que vous allez créer de buzz et de buzz qui vont vous faire créer de buzz vous-même. Ou il y a une autre voie, c'est la voie de la raison. C'est la voie de la distance des faits. C'est la voie de dire j'essaie de travailler et mon travail produira de fruits et mon travail fera ma propagande, ainsi de suite. Et c'est ça les chemins que moi j'ai suivis. Je me suis dit, le buzz, c'est pas mon truc. Je donne une info, avant de la donner, je la vérifie d'abord. Et si elle est bonne, voilà, j'y vais. C'est pourquoi vous allez voir que depuis que j'ai fait, moi, depuis 16 ans, je n'ai jamais été interpellé par la police, jamais interpellé au parquet, jamais eu de problème. Interpellé au CESAC oui, à la l'UNPC. Oui, j'étais interpellé à l'UNPC, justement à cause de ce mensonge. Justement. À cause de ce mensonge. Donc, n'eût été cette page noire que je regrette amèrement, vraiment, je n'aurais jamais eu de problème comme ça. Mais le problème, c'est que qui va t'entendre? Ceux qui veulent te condamner, te condamneront, même si tu n'as pas écouté. Donc, ça ne sert absolument à rien d'aller chercher les gens pour dire, voilà, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Celui qui a besoin de te condamner n'a pas besoin de t'écouter. Justement. Celui qui a besoin de t'écouter ne te condamnera pas avant. C'est la règle. Ça c'est la règle. Oui. On parle du CESAC. Vous êtes au CESAC, à tête du CESAC. Comment vous trouvez cette structure lorsque Christian Bossembe devient président du CESAC? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire avant Bossembe et pendant Bossembe, il y a un changement? Alors, faites-nous un petit bilan. Oui. Je reviens. Donc pour dire que, à votre question, comment je fais pour ne pas avoir de conflits avec les gens, je répondrai rapidement. J'essaie de ne pas prendre toutes les choses par cœur. J'essaie de prendre un peu de la distance de certaines choses. Et j'essaie de ne pas attaquer les gens frontalement. En tout cas, mon cher Didier, je ne vous attaquerai jamais personnellement. J'attaquerai vos idées. J'attaquerai vos convictions. Mais jamais vous, personnellement. Et ce qui fait que moi, depuis tout ce temps, comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu de problème avec les gens. Parce que même les personnes que j'ai critiquées, les personnes
que j'estimais se tromper dans un argument ou dans un autre, j'attaquais leur argument. Ouais. Aujourd'hui, on peut se voir, on peut parler. Okay. Ils ne vont pas dire que je vais manquer du respect. Parce que je faisais la part des choses entre l'argumentation, qui est une production intellectuelle de quelqu'un, et la personne. Donc je peux bien vous respecter, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Avec les idées. Et, oui, et j'ai resté dans plus ou moins dans ça. Okay. Alors, maintenant, le CESAC d'avant et le CESAC d'après, j'ai appris aussi une chose, cher Didier, c'est que quand on est chef d'une institution, on assume les actifs et les passifs. Et les passifs? Oui. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire le CESAC d'avant était moins que ce que je fais aujourd'hui. Non. Ce qui s'était mal passé avant, c'est sur ma responsabilité. Ce qui est sûr, le CESAC d'avant ne se faisait pas parler comme celui d'aujourd'hui. Si vous le remarquez. Mais en tout cas, j'assume le passif et j'assume les actifs. Et moi, je voudrais bien que quelqu'un d'autre parle de mes actifs que moi-même, parce que ça ne sert à rien. Okay. Ça fait une année que je suis à la tête du CESAC. Mais c'est vrai que ça donne l'impression que je suis là depuis très longtemps. Mais après, chacun a sa touche, au fait. Je crois que chacun a sa touche. Vous êtes fier d'être président du CESAC aujourd'hui? Vous connaissez tout le rouage qu'il y a au CESAC. Vous en êtes fier? J'apprends tous les jours, surtout de la gestion. Être fier, c'est un peu prétentieux, mais je suis plutôt averti sur la question. Je suis conscient, le terme est là, je suis conscient de la responsabilité que j'ai pour être président du CESAC. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de responsabilités que de privilèges. Et c'est bien de dire on est président du CESAC, mais le plus important, c'est que faites-vous comme président du CESAC? Justement. Et donc là, pour ça, je suis vraiment conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vraiment mettre en place. Je crois que c'est tout un monde à recréer et à reconstruire. Alors, parlons de ces beaucoup de choses. Moi, je n'aimerais pas demander ce que vous faites tout le jour, mais les gens qui nous suivent, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est les CESAC. D'ailleurs, quand j'ai fait les annonces, d'autres personnes ont dit « Ah, hello, Kwanekangarabachen ». Aujourd'hui, quel est le rôle et les attributions que vous avez du CESAC qui se diffèrent, par exemple, de l'UNPC? Alors, nous sommes le gardien de je veux dire le gardien des médias, d'accord, de la démocratie. Oui. Le CESAC est une institution d'appui à la démocratie qui a pour mission de faire la promotion de la démocratie, de faire la promotion de notre culture et surtout de protéger la cohésion nationale. Ça, c'est dans son aspect macro. Oui. Mais dans son aspect micro ou spécifique, nous régulons le contenu de médias. Okay. C'est pourquoi nous sommes des régulateurs. Ouais. Nous, ce qui nous concerne, c'est le contenu. Qu'est-ce que le média produise? Ouais. Est-ce que le média produise un contenu constructif? Est-ce que le média produise un contenu qui nous rassemble? Si c'est le cas, ok, on accompagne les médias dans ce sens-là. Et si ce n'est pas le cas, nous sommes là pour réguler. Ça peut être une sensibilisation, ça peut être une mise en garde, ça peut être une observation, ça peut être une sanction, ça peut être juste quand même à la fermeture, ça peut être à des suspensions. Donc c'est toute une gamme de mesures que l'on prend dans l'intérêt de protéger et de sécuriser la presse. Donc ce n'est pas un organe bourreau, mais c'est plutôt un organe accompagnateur. Nous accompagnons et nous essayons d'encourager les médias à être beaucoup plus viables que cela. Donc voilà un peu ce que nous sommes en réalité. Et nous aidons d'ailleurs les médias dans nos politiques à avoir de l'aide directe et même indirecte, ça veut dire de la subvention dans les médias. Donc voilà un peu notre travail. L'opinion ne dit pas toujours cela de vous, président Christian Bossembe. L'opinion dit qu'aujourd'hui vous muselez la presse. Vous avez d'ailleurs plusieurs fois fermé quelques chaînes qui sont censées être les chaînes de l'opposition, CML 13, la chaîne de Peter Tiani et autres. On dit de vous que vous muselez aujourd'hui la presse et que vous êtes au service du pouvoir. Est-ce que cela sont aussi les attributions du CESAC? Alors, vous allez comprendre qu'il y a certainement des accusations, excusez-moi de le dire, de la rue. Hein, et on ne répond toujours pas à la rue parce que la rue n'est pas un homme, la rue n'a pas de raison, la rue est dans l'émotion. Alors, la question c'est de comment réguler sans museler. C'est ça la grande complexité. Comment vous régulez sans museler? La démarcation la frontière elle est fine, elle est étroite. Nous commençons par avertir les médias. Quand nous commençons d'abord, la démarche, c'est quand un média dérape, nous avons tout de suite un rapport de notre service de monitoring. Lorsque nous analysons le rapport, si nous estimons que le rapport est grave, nous invitons les médias.
Quand le média vient, c'est-à-dire les médias viennent par... le média, c'est les directeurs de programme et souvent son animateur. Ils viennent, nous essayons d'abord d'avoir un échange. Et si nous avons l'impression que le directeur de programme comprend ce qu'il a fait et ne le reconnaît pas, en ce moment-là, nous sanctionnons. Pour dire à ce média, écoutez, ne refaites plus ça. Et quand nous sanctionnons, on ne sanctionne pas forcément en retirant la chaîne ou en retirant le signal ou en retirant le programme. Non, nous commençons d'abord par une recommandation, une observation, une mise en garde. Mais si nous nous rendons compte que non seulement que le média n'a pas pris en considération tout ce que nous lui avons dit, mais que le média continue le même chemin, en ce moment-là, on prend une sanction supérieure. Ça veut dire que nous sanctionnons de 0 à 30 jours. Et soit ça peut être un retrait momentané du signal ou de l'émission. Mais il arrive des cas graves, par exemple. Lorsque vous êtes en direct et vous commencez à proférer de la haine, de la stigmatisation, et là, vous faites l'apologie. On retire le signal immédiatement. On n'attend pas que ça continue. Pour remettre juste après les magazines ou l'émission? Non, c'est fini. Jusqu'à ce que vous viendrez. On vous invite, vous venez et on vous explique pourquoi on a fait ça. Cher Didier, ce pays ne va pas se développer sans l'ordre et la discipline. Il faudrait bien qu'il y ait des gens qui prendront des décisions qui seront impopulaires, oui, mais qui seront salutaires. Et moi, je ne regarde pas ma petite personne. Les gens peuvent me haïr aujourd'hui, mais la nation sera reconnaissante par rapport à ce qu'on va faire. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Et c'est comme ça. Quand on sème, c'est vrai qu'on pleure. Mais le jour où on va récolter, on récolte avec joie et sourire. Donc il faudrait bien qu'il y ait des gens qui comprennent la logique des choses. On ne peut pas laisser les médias dans cette sorte de libertinage. N'est-ce pas que c'est porter atteinte à la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution? Mais la Constitution elle-même garantit l'intégrité du territoire, garantit la liberté aussi, pas seulement la liberté de la presse, mais l'ordre public. L'article que les gens citent généralement, c'est l'article 24 de la Constitution. Mais ils citent cet article à tort. L'article dit, je paraphrase, que la liberté d'expression est un droit, et même le droit de l'information est garanti. Mais on dit sous réserve de la loi. C'est sous réserve de la loi. Or, en matière de l'ordre public, le CESAC, c'est le juge naturel de l'ordre public dans le média. C'est nous qui constatons que l'ordre public a été violé dans le média. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'UNPC. Ce n'est pas l'UNPC, ce n'est même pas le ministère de la Communication. C'est pas autre chose. C'est le CESAC qui regarde, l'ordre public a été troublé dans le média et nous prenons des mesures. En fait, en réalité, c'est ça. Et vous allez vous rendre compte que les médias corrects n'ont pas de problème. Les médias qui font leur travail convenablement, ils n'ont jamais eu de problème. Vous allez voir qu'il y a certains médias qu'on n'a jamais invités. Et puis, le fait de vous inviter ne fait pas de vous un mauvais média. Non. Le fait de vous inviter ne fait pas de vous un mauvais média. Le fait de vous inviter, c'est simplement pour vous dire, nous suivons ce que vous faites, mais essayez de faire attention un peu. Donc, vous êtes aussi un conseil, vous conseillez un tout petit peu. Alors, président, pourquoi on est conseil supérieur. Justement. Président Christian Bossembe, vous avez parlé des médias, régulateurs des médias. Mais nous avions vu Christian Bossembe faire appel, par exemple, au pasteur Marcelo, par exemple, à Félix Soazekwa, Bitakwira et autres. Comment est-ce que vous quittez les médias pour faire appel aux personnalités? Alors, c'est une bonne question parce que plusieurs personnes pensent que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est seulement pour les journalistes ou tout. Non, le CESAC, je l'ai dit, ce n'est pas une corporation de journalistes. Nous régulons tout ce qui passe dans les médias, réseaux sociaux ou médias traditionnels. Nous nous retrouvons dans une situation où les gens passent à la télévision, commencent à insulter les musiciens. Nous nous retrouvons dans une situation où les musiciens, certains, ou les fanatiques commençaient à insulter des pasteurs. Et la toile s'enflamme. Les médias sont finalement désorientés. Il n'y a que ça qui passe à la télé. Il fallait bien prendre une mesure. Il fallait bien dire non, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai invité le pasteur Marcelo dans mon office. Il est arrivé. J'ai invité le musicien Félix Soazekwa. En tout cas, de loin, c'est des gens que vous voyez. Mais quand ils viennent au CESAC, on discute avec eux, mais c'est des gens plus ou moins consciencieux. Ils comprennent la gravité et l'importance de la chose. Et quand on essaie de discuter avec eux, chacun d'entre eux comprend. Et il n'y avait pas que. J'ai fait une série de rencontres avec des pasteurs. J'ai multiplié des rencontres avec des pasteurs et des musiciens pour essayer de conscientiser les pasteurs, mais aussi les musiciens. Pour dire, écoutez, le pays nous appartient tous. À cause des discours de clivants,
nous risquons de créer un problème dans ce pays. Ça risque d'aboutir à une guerre civile. Ça peut même aller dans des escalades que l'on ne saura pas maîtriser. Est-ce que vous avez réussi à conscientiser les pasteurs? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons du tout. Hein. Un prophète peut s'élever comme ça, dire président de la République, Soroyo Kingatélelo. Le président, qui aujourd'hui est une institution. Soroyo Kingatélelo, prophétie, lobby. Dans ce cas pareil, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez passer ou comment? Mais la grande question, c'est, cher Didier, est-ce que vous entendez encore ces choses-là? Ça s'est arrêté. Quand j'ai entendu un pasteur dire ça, oui, j'ai appelé les pasteurs. Tout de suite, mon bureau, il est arrivé. Je lui ai dit, mais cher pasteur, votre prophétie, il ne faudrait pas que ça dérange la nation tout entière. Non. Les présidents, tous les présidents du monde sont exposés à la mort le jour où ils prêtent serment. Le président américain, selon les services secrets, ils disent qu'il est raté près de 64 fois. Il fait l'objet de 64 attentats, pratiquement par jour. Donc, si vous regardez le discours l'interview avec Poutine, Poutine dit lui-même, il sait qu'il est la cible. Il rate ça plusieurs fois, le jour. Tout le temps. Fidel Castro parlait de 77 attaques par jour. Donc, je crois que quand on est président, c'est normal. Donc, on n'a même pas besoin de prophétiser sur la question. On n'a pas besoin de prophétiser. Mais le plus important, c'est de dire que votre prophétie vienne édifier, pas que ça vienne détruire. Parce que si vous dites ça à un politicien, il a des fanatiques, il a des militants qui peuvent s'en prendre à votre église et ça sera compliqué. Ouais. Alors, dans un État, dans une société, quand on commence à dire Dieu a dit, c'est très compliqué parce que c'est subjectif, personne ne saura quantifier cela et les risques vont être importants. Ouais. Et c'est pourquoi nous avons dit aux hommes de Dieu, calmons-nous un peu. Et j'ai eu une discussion franche avec eux. On a discuté, ils étaient plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine qui ne prophétisaient qu'à un certain moment sur les présidents de la République. Bon, c'est vrai, mais moi j'ai rencontré dans mon office à peu près 30 pasteurs, le plus représentatif de ce pays. Je les ai reçus. On a parlé avec eux, on a discuté avec eux. Je me suis rendu compte que le problème était loin. Le problème n'était pas celui-là, le problème était plutôt trouver un cadre. Mais le problème aussi avec nous, c'est que nous n'avons jamais défini un cadre de concertation nationale sur une question donnée. Nous ne l'avons pas. Et bien évidemment, le CESAC pense faire ces choses-là pendant cette année. Si on aura les moyens de le faire, on le fera. Oui. Parce qu'il est important de construire une pensée congolaise. Il est important de construire une idée de notre pays. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Nous allons en parler. Sinon, aucun pasteur américain n'a déjà prophétisé sur la mort du pauvre. Non, pas systématiquement. Justement. Nous allons en parler peut-être dans un autre axe. Christian Bossembe, aujourd'hui, les médias se posent des questions. Vous êtes là pour taper sur les médias, parfois sanctionner, mais qu'est-ce que vous faites pour ces médias qui sont le plus pauvres peut-être du monde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez? Quelle politique vous avez pour accompagner les médias? Alors, c'est vrai que la politique que nous avons pour accompagner les médias est une politique ambitieuse. Quand je prends le pouvoir au CESAC, nous faisons un plan. Notre plan quinquennal demandait 17 millions de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas eu. On ne les a pas eu. On a demandé 17 millions parce qu'on savait qu'avec 17 millions, voici ce qu'on allait faire. Vous n'avez rien? On allait financer. Jusqu'à là, on n'a encore rien eu. On allait financer le développement de certains médias. Oui. En faisant quoi exactement? De quoi nos médias ont besoin? Ils ont besoin de la publicité d'abord, d'une régie publicitaire assez importante. Mais ce n'est pas seulement le CESAC, le seul acteur de la constitution d'une régie publicitaire. Il y a beaucoup de forces qui interagissent pour rendre ça pratique. Oui. Et ça, jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé un répondant sur la question. Mais il faut apporter à certains médias de l'aide. Oui. Ça peut être de l'aide financière, mais aussi de l'aide matérielle. Justement. Et on peut le faire. Mais le problème, le CESAC n'est pas une régie financière pour produire de l'argent et venir distribuer ça aux médias. Il faudrait d'abord, au départ, qu'on redéfinisse le cadre de médias. Et pour ça, il faut une concertation. Ça veut dire les patrons de médias, les journalistes, voilà, les opérateurs, tout ça. On est ensemble, on discute sur un cadre. Qu'est-ce que nous voulons comme médias? Est-ce que nous sommes d'accord dans un pays qu'on ait plus de 200 médias ou 300 chaînes de télévision qui n'ont pas de programme, pour la plupart des cas. Pas du tout. Je vous dis là, par exemple, nous venons de faire un communiqué. Nous avons demandé à tous les médias congolais de nous amener leur grille de programmes. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous savez combien ont amené leur grille? 17. Seulement. Vous pouvez imaginer? 17 seulement ont amené leur grille de programmes. Donc là, déjà, on va faire un autre communiqué
pour finalement donner un moratoire de 2 semaines et que si les médias n'amènent pas leur grille de programme, alors vous êtes censé ne pas exister. Parce que vous ne pouvez pas exister sans grille de programme. Ce qui fait que certains médias vont être fermés, ils vont dire encore, c'est bien amusez-les. Voilà. En fait, à chaque fois qu'on veut mettre de l'ordre dans un secteur, les gens crient au musulman. Pourtant, ce n'est pas du musulman. Comment vous allez exister en tant que chaîne? Vous n'avez pas de programme. Les chaînes congolaises, voici l'autopsie. Il y a 3 secteurs qui alimentent les chaînes congolaises. La musique, la politique et les histoires de Dieu. C'est tout. Que ça. Il n'y a pas de recherche, pas de contenu. Il n'y a pas autre chose. Ce sont les 3 secteurs les plus importants. Donc si dans une chaîne, d'abord vous commencez vos émissions tous vous commencez avec la musique chrétienne, pour la plupart des cas, comme si vous commencez le temps de prier, tous vous commencez avec la musique chrétienne, et puis à partir le matin, là, tous vous avez des émissions matinales, les mêmes émissions, hein. Il n'y a pas de changement, il y a que vous changez seulement de nom. La même chose, et puis vous avez, toutes les chaînes ont des émissions politiques, et vous allez voir une chaîne avec 4, 5 émissions politiques. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien, la thématique c'est la même. Et bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui passent dans les mêmes têtes. Et c'est compliqué. Alors nous avons fait ce constat, on a dit non. Il faut aider les médias à produire de contenu. Mais pour produire de contenu, il faut certainement des moyens. C'est ainsi que je dis qu'il faut qu'on ait un moment de discussion. Il faut que le gouvernement comprenne l'idée de donner aux médias la possibilité de se reconstruire, mais aussi voir que certains médias qui ne sont pas viables peuvent les fermer carrément. On peut tout simplement demander la fusion. Vous avez des médias qui sont des laptopeurs, vous le savez. Justement. Ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de siège. Vous les cherchez, vous ne le trouverez jamais. Donc ça dit que ce monsieur-là roule il est avec sa mallette, sur sa chaîne et dans sa mallette. Et ce qui est bizarre, 90% de la production est étrangère. C'est du piratage. Et donc ça dit que ces gens-là ont le temps même de se prévaloir. Alors, Président, nous allons changer de chapitre. Nous allons vraiment changer de chapitre. Mais avant ça, vraiment succinctement, est-ce que, en voyant les attributions du CESAC, journaliste, juriste, vous connaissez vraiment le rouage? Est-ce que vous pensez à une réforme des lois portant création au fonctionnement de votre structure qui est le CESAC? Nous avons trouvé une loi qui date de 2011 et aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous estimons qu'il faut la changer. Et donc ça sera l'une des grandes réformes que l'on va faire. Nous mettrons aussi en place finalement l'annuaire, comme on l'a dit, l'annuaire numérique pour permettre à tous les journalistes et tous les médias de s'enregistrer afin qu'on sache plus ou moins combien de médias on a, combien de télé on a. Donc c'est un travail de fond que l'on va faire. Il faut en même temps, nous pensons, redynamiser nos coordinations provinciales puisque même en province, vous avez les CESAC, mais dans quel état? Dans un état de délabrement assez avancé. Donc on est en train d'y travailler. Les réformes, on aura plusieurs réformes, mais moi ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est la mentalité et surtout l'apport de médias au Congo. On peut dire ce que l'on veut, on peut avoir un réquisitoire dur et sévère, mais les médias congolais sont à applaudir et même à saluer. Ils font un travail énorme dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il y a des gens qui doivent être salués, qui doivent être finalement honorés. Et c'est pourquoi on a besoin d'eux dans le cadre de la discussion pour sortir finalement un plan d'ensemble. On parlera de ça aujourd'hui. Il y a un phénomène, les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est encore bon, mais si on laisse comme ça, je pense que ça sera incontrôlable. Comment vous faites pour contrôler et gérer les réseaux sociaux, premièrement? Deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que là, le CESAC, les gouvernements et les autres, vous avez carrément échoué? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, quelqu'un peut donner une information sans vérifier, sans un soubassement, et même de journalistes professionnels qui sont connus. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous y pensez par rapport à ces vents qui est les réseaux sociaux? Alors, nous avons un projet beaucoup plus simple que ça. C'est la campagne que l'on va faire contre la criminalité sur les réseaux sociaux, la délinquance, pardon, sur les réseaux sociaux. Et le plan est simple. Mais avant qu'on en arrive là, j'ai pris la décision d'inviter tous les TikTokers. Tous les TikTokers? Tous les TikTokers. Nous allons d'abord les inviter. Mais ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Il y a un critérium. Il faut avoir à peu près 70 000 vues. Après, à peu près 70 000 abonnés. Oui, il faut être plus représentatif. On aura besoin de donc les influenceurs. Oui, ces influenceurs-là. On en aura besoin et je vais leur offrir un dîner. J'attends peut-être dans le temps qui viendront. On va, au cours d'un dîner, nous allons discuter avec eux.
parler avec eux et définir la modalité de la sensibilisation et surtout d'un atelier que l'on va faire. On pourra faire avec eux un atelier de 3 jours ou de 4 jours avec eux pour essayer de former nos chroniques, pardon, nos influenceurs. À nos yeux, ce sont des créateurs de contenu. Cher Didier, ces gens sont extraordinaires. Extraordinaires, mais ils ne donnent que ce qu'ils ont. Oui, comment quelqu'un fait pour convaincre 100 000 personnes à s'abonner à son compte, à le suivre régulièrement. Oui. Et il y en a qui ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Oui. C'est des gens qu'on ne doit pas laisser comme ça. C'est pourquoi nous avons dit non, il faut les inviter, discuter avec eux. Parfois, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas, mais il faut discuter avec eux pour leur dire, bon, voici comment nous voulons communiquer. Et une fois qu'on aura fini avec eux, nous allons aussi inviter les chroniqueurs culturels. Parce que ce sont les chroniqueurs culturels qui laissent les gens insulter sur leur plateau. Exactement. Et eux aussi, parfois, ils insultent. Ouais. Ils sont dans des clashs. Mais nous allons leur dire, écoutez, on comprend bien l'idée des clashs, mais on peut le faire à l'américaine, on peut le faire à la française, on peut le faire convenablement, on peut le faire, conformément, même si vous voulez, à la loi. Sans RT. Sans RT. Oui. C'est possible. Et comment faire pour ne pas heurter les gens? On a trouvé les mots, on a trouvé les moyens. Donc, on va d'abord les inviter, les chroniqueurs culturels, et puis, ensuite, nous allons aussi inviter les chroniqueurs politiques. Entre autres, vous, qui faites des émissions politiques, nous allons vous inviter. C'est le même tableau. Ouais. Dîner, après, sensibilisation. 3 jours, 4 jours, on finit. Je pense que si nous faisons ça, au bout de 4 mois, 6 mois, ça va changer, les paradigmes vont changer. Mais aussi les musiciens et les comédiens, les artistes, il faut aussi y avoir un temps avec eux. Les musiciens, les comédiens, il faut parler aussi avec eux. Parce que nous estimons que par le temps qui court, nous devons produire une seule voix, une seule pensée. C'est d'un pays agressé, d'un pays fort, d'un pays qui ne laissera pas tomber aucune partie de son territoire. Donc il faudrait produire un contenu constructif, un contenu qui nous apporte un plus. Et pour ça, on a besoin de toutes les couches de la société. Les musiciens, les comédiens, les influenceurs, les journalistes. On aura le temps de discuter avec vous 3 jours au cours d'un atelier, discuter sur la véritable problématique de la communication dans un État en crise, et vous allez voir que les choses vont changer. Nous attendons cela ardemment, mais on reste un peu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une génération de gens qui ne font que ces vues-là parce qu'ils font danser, déhancher leurs hanches, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, si vous les conseillez à faire autre chose, n'est-ce pas qu'il y aura du vide? Il y aura des gens qui n'auront plus rien à donner, tout simplement parce que cela émane d'une éducation, de l'éducation d'une nation, de ce que veulent les Congolais, ce qu'ils consomment aussi ces abonnés-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ça sera impossible quand même? Vous savez, Gustave Le Bon, dans son livre Hier et Demain, il dit: ce n'est pas à l'élite de suivre la foule, mais c'est à la foule de suivre l'élite. Nous, si nous estimons que ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui ont de la notoriété, peu importe leur niveau d'éducation, nous les prenons comme des paniers. C'est à nous, l'État, c'est nous les décideurs, de remplir le contenu dans ce qu'eux doivent dire. Je vais vous faire une révélation. Aujourd'hui, regardez sur Internet, vous allez voir que la musique congolaise va encore un peu plus loin que cela. Elle est reprise par qui? Par des jeunes de Brazzaville, vous avez le NASA, nous avons beaucoup de jeunes gens maintenant. Vous avez Nino, vous avez les autres, je ne connais pas tous, mais en tout cas, vous les avez ces gens-là, Dadju et les autres. Mais ils portent notre culture. Ça veut dire que si nous voulons faire parler de nous, utilisons-le. On n'a pas besoin de leur éducation, nous avons juste besoin de leur disponibilité. Voilà. C'est ça dont on a besoin. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un soit bien éduqué. Non, nous avons seulement besoin des gens disposés. Si vous êtes disposés, vous pouvez nous servir de canal pour passer le message. Nous, ça nous arrange. Donc, quelqu'un qui a déjà 1000 abonnés, qui a 70 000 abonnés, 100 000 abonnés, il y en a qui sont... J'ai une assistante qui a près de 1 million d'abonnés. Elle vient souvent, ces derniers temps, elle n'est pas là. Vous voyez, donc des gens comme ça, il faut les avoir chez nous. Ils vont dire ce que nous voulons qu'ils disent. Et ils vont produire ce que nous voulons qu'ils produisent. Vous savez, en Chine ou au Japon, le contenu de TikTok est réglementé par la loi. Nous, on n'a pas ce moyen-là. Pas seulement nous. En Afrique, on n'a pas ce moyen-là. De nous donner le moyen d'avoir des algorithmes assez importants. Nous n'en avons pas. Mais nous pouvons, par le biais de la sensibilisation, donner à nos enfants, donner à nos jeunes gens ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. Et vous allez voir, ça va être très intéressant et le contenu va changer. Président Christian Bossembe, vous aviez parlé de la communication, bien sûr, d'un pays qui est agressé. Je pense qu'on devrait en parler. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, parce qu'on a parlé des TikTokers et influenceurs, mais
il n'y a pas que eux, il y a aussi les pasteurs. Je prendrai l'exemple comme ça des Fridolin Mbongo, qui carrément encouragent ceux qui sont auteurs de la terreur, de cette agression au Congo. Est-ce que pour ces gens des leaders d'opinion, les CESAC est-il incapable aujourd'hui de faire appel à Fridolin Mbongo, de le recadrer comme vous avez fait avec d'autres pasteurs? Quelle est votre analyse et qu'est-ce que les CESAC peuvent faire en cas de telles déclarations? Non, en fait, au départ, nous conscientisons d'abord, avant d'en arriver aux sanctions. Nous essayons de conscientiser. Les propos du cardinal, bon, c'est vrai que ces propos ont été vraiment assez malencontreux. Donc, ce n'était pas des bons propos, ce n'était pas des propos de nature à construire la cohésion. Ouais. Ce n'était pas des propos comme ça, c'était plutôt des propos plus ou moins clivants. Et j'ai eu le temps de m'étendre sur la question. Je pense que le cardinal, dans l'avenir, prendra beaucoup de précautions pour condamner sévèrement la prise des armes. On a dit que la prise des armes est inconcevable dans une nation. On ne peut pas justifier la pratique de la prise des armes. C'est inconcevable. Mais la faute, ce n'est pas seulement au cardinal. Il est, c'est vrai, c'est lui l'auteur de ces propos, mais la chaîne qui a diffusé l'homélie en direct devrait elle-même couper cette partie-là. Okay. Oui, parce qu'en principe, lorsqu'un média constate qu'un animateur ou un agent ou une autorité sort du cadre légal, la responsabilité revient aux médias de prendre des dispositions utiles, ça veut dire de suspendre ou même de mettre des bips sonores. Okay. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais nous pensons que dans l'avenir, ils prendront plus ou moins les choses de façon sérieuse et on n'aura plus ce genre de problème. Alors, nous arrivons à la fin, malheureusement, de notre émission, alors que nous avions plusieurs matières à traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les maîtrises de ces médias-là? Parce que vous avez même donné l'injonction d'une communication d'un pays agressé. Est-ce que vous avez la maîtrise de ces animateurs des médias et ces médias pour donner un tel ordre? Bon, ce qui est sûr, c'est que nous avons pris la décision. Oui, la décision. Les médias qui vont s'écarter de la décision seront sanctionnés. Donc, il y a la sanction. Ouais, bien sûr, la sanction. Ouais. Et la sanction sera sévère. Donc, le média qui va se permettre de faire la promotion ou l'apologie de la rébellion, ou le média qui diffusera les informations des rebelles ou de terroristes, ces médias-là seront sanctionnés. Et ça, c'est sûr, il n'y a même pas de débat à cela. On ne permettra pas qu'on fasse l'apologie du crime, l'apologie de la rébellion, l'apologie du recrutement massif de ces rebelles-là. On ne le permettra pas. Si vous êtes un média et que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'exercer au Congo, évitez ce genre de choses. Évitez ça parce qu'aucun pays ne peut accepter qu'on fasse l'apologie de la rébellion sous son sol. Sur son sol, pardon, ça n'arrivera pas. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission, Président Bossé, mais permettez que je vous pose cette question en vraie version. Vous sentez bien comme président du CESAC où vous vous dites que vous aurez mieux servi la République en étant ministre, par exemple? Parce qu'au CESAC, il n'y a pas les décaissements peut-être, vous n'avez pas suffisamment de moyens. Il faudrait peut-être que les gouvernements de la République puissent mettre ces moyens-là et les gouvernements qui sont en train de souffrir, vous vous dites que vous servirez mieux la République comme ministre de Justice, par exemple, ou président du CESAC. Vous vous sentez bien là-bas? Je suis délégué du président de la République. Okay. Je me dois honorer l'ordonnance présidentielle. Et je suis à la disposition du magistrat suprême, du commandant suprême. Où le chef voudra que j'aille, j'irai. Ok. Une dernière question. Vous êtes un journaliste connu et maintenant vous êtes invité. S'il faudrait que vous échangiez les rôles, quelles questions vous pouviez vous poser vous-même? Que la presse ne vous pose pas? Bon, je dirais... Alors là, c'est quand même une question. Je dirais, Monsieur Bossembe, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'avenir? Justement. Et je répondrai calmement, redonner le sourire à tous les parents, à tous les enfants qui suivent la télé sans crainte d'être heurtés et sans dérangement. Donc offrir un média beaucoup plus propre et un paysage audiovisuel assaini. C'est ça ma mission. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je pensais qu'elle serait une question difficile. C'est très difficile. Restez branchés sur nos antennes. Nous avions reçu pour vous le président Bossembe, qui est président du CESAC. Il a plusieurs casquettes, bien sûr. C'était un plaisir de les recevoir. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.
Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue. C'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement, Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? Pour nani tozo somba biloko na biso na chambre froide et l'IKP. Toza na moko promotionnel, promotion eza ma classe na chambre froide et l'IKP. Ba prix nyonso eza na se. Toza na décembre. Bimo boyebi décembre to pesa ba vivre frais na ba travailleur na biso, to pesa ka na ba domestique na biso, to pesa ka na ba na biso, to pesa ka na batu nyonso o basala ngo pour ça. Toza na riz, toza na poulet, toza na huile de table, toza na poisson salé, toza na chinchard poisson, toza na ngo ebele pour na bino, toza na cuisse, toza na ba mipanzi nyonso eza awa na kati ya chambre froide et l'IKP.